La trêve des confiseurs est terminée, mesdames, messieurs, bonjour. En ce lundi 4 janvier, le premier lundi de l'année, l'actualité reprend ses droits et elle vous offre les titres suivants. Météo en France, il fait tellement doux que cela devient inquiétant. Dans un instant, les explications d'Alain Gillot-Pétré. Retour à leur travail, les Français enregistrent une série de hausses des prix, certaines déjà effectives, d'autres à venir bientôt. Un tableau explicatif dans ce journal de Christian-Marie Monod. Enfin, dans le monde, un titre domine encore la Pologne avec deux rendez-vous, l'un à Varsovie, l'autre à Bruxelles. Notre envoyé spécial Daniel Bilalian nous en parlera. Ce monde, donc, dont se préoccupe en permanence une association de médecins. Ils s'appellent Médecins du Monde, ils sont les invités de ce journal. Je vous les présente, Monique Donabédian, Richard Rossin, Alain Deloche, c'est bien cela? Patrick Hébrard, pardon, et Alain Deloche. Médecins du Monde, donc, dont Bernard Benjamin, vous nous donnez un peu le sens de l'action. Eh bien, depuis 2 ans environ, depuis la création de Médecins du Monde, on les voit partout. Sur la mer de Chine pour repêcher les boat people, au Tchad, où ils ont entièrement remonté l'hôpital de Djamena, en Afghanistan, où ils essaient de créer des structures médicales dans les montagnes tenues par la résistance, au Salvador, où ils viennent en aide aux populations civiles déplacées, en Haïti, c'est leur prochaine mission, en Pologne enfin, d'où ils viennent tout juste de rentrer. En fait, ils sont partout où l'on a besoin de médecins, où l'on a besoin d'hommes qui puissent s'intéresser à la misère du monde. Ils sont tous bénévoles, partant en mission sur leur propre temps de congé. Ils viennent d'horizons divers. Autour de cette table, il y a par exemple un agrégé de chirurgie cardiaque, une anesthésiste, un médecin généraliste ou un chirurgien orthopédiste. Et s'il y avait deux choses qu'il faudrait retenir de leur action, ce serait d'abord le refus d'être des professionnels de la misère, ce serait aussi ce sentiment de plus en plus rare dans ce type d'organisation, je veux parler de l'amitié. Alors, madame, monsieur, vous revenez de Pologne et dans un instant, nous allons vous interroger sur ce que vous avez vu, entendu et compris et observé là-bas. Et vous aussi, messieurs, nous vous interrogerons en cours de journal sur le sens de votre mission qui se répercute aux 4 coins du monde, Biafra, Salvador, Argentine, Afrique et mer de Chine. Cependant, Gérard Rolls, il faut donner, et il y en a quelques-uns, les autres titres du jour. Oui, avec tout d'abord les vœux présidentiels. François Mitterrand a une liste impressionnante de rendez-vous à l'Élysée aujourd'hui. Il doit recevoir en effet les vœux des autorités religieuses, des diplomates, des membres du Conseil municipal de Paris, du Conseil constitutionnel, du Conseil économique et social. Et puis, dès ce matin déjà, le gouvernement, les corps constitués et les militaires se sont rendus à l'Élysée. Évasion à l'italienne, 4 femmes, 4 détenues d'extrême gauche ont fait la belle hier après-midi dans la prison de Rovigo, dans le nord de l'Italie. Dans le plus pur style des films d'action, une explosion commandée de l'extérieur a créé une énorme brèche dans le mur d'enceinte. Cela a permis aux 4 femmes de s'évader. Nous y reviendrons avec Victor Vraman. L'enlèvement du père du chanteur Julio Iglesias, le frère du chanteur, a lancé hier un appel aux ravisseurs qui détiennent son père pour qu'elles se mettent en contact le plus vite possible avec sa famille, et cela par n'importe quel moyen. La société Dassault rachète 20% des actions d'Europe 1. Le groupe Floara ayant placé sur le marché boursier la majeure partie de ses actions, la société Marcel Dassault a décidé d'en acquérir. Elle devient ainsi le 2e actionnaire de la station radiophonique derrière la Sophie-Rad et devant Matra. Et puis donc il y a la météo avec cette douceur inquiétante dont parlait il y a quelques instants Philippe Labro. Mais Alain Gillot-Pétré, cela ne sera pas dur pour vous de nous dire pourquoi il fait si doux. Ben non, ce ne sera pas dur parce que c'est assez simple. Depuis 3 semaines, c'est le même temps. C'est-à-dire qu'il y a un air très doux qui nous arrive du sud-ouest. L'air froid reste sur le pôle et l'air chaud repousse devant lui les vagues tentatives d'air froid qui descendraient du pôle. Donc voilà pourquoi nous sommes toujours dans un flux de sud-ouest très humide avec beaucoup de pluie. Bien entendu, cela a donné les inondations. Cela revient assez régulièrement, mais tout de même, 3 semaines de suite, je ne crois pas qu'on ait vu cela très souvent. Pour cet après-midi, cela va continuer. Le temps sera variable et chaud pour cette saison. En effet, vous allez voir notre carte, il y aura encore un peu de pluie sur l'est du pays, le nord-est, mais pas très active. Et sur le reste de la France, eh bien c'est un temps variable, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, encore accompagné de quelques averses, localement des orages, surtout au sud-ouest, et du vent assez fort sur les côtes de l'Atlantique et même à l'intérieur. Les températures prévues pour cet après-midi, regardez-moi ça, nord 11 degrés, nord-ouest, nord-est, Paris 13, centre également, sud-ouest 15, Biarritz 18, sud-est 16, Corse 15. Ça, c'était pour le plaisir. Maintenant, l'ennui, c'est que je crains que d'ici la fin de la semaine, on ne revienne vers le froid. Je crois que la douceur, c'est fini. Enfin, je vous dirai ça demain. Ok, merci beaucoup Alain Gillot-Pétré.
3 semaines après la proclamation de l'état de guerre, il semble que la Pologne s'installe dans ce qu'on peut appeler un ordre apparent, pourtant privé de presque toutes les conditions de vie normales. Tandis qu'une dizaine de Polonais poursuivent une grève de la faim dans l'église de Lund, on apprend que les enfants, ce matin, doivent retrouver le chemin de l'école. Les communications, cependant, avec le reste du monde restent coupées, le courrier censuré, les syndicats suspendus, les journaux fermés et l'on n'est sans nouvelles de Lech Walesa. Seule une voix s'exprime, celle de l'armée, à travers la radio et la télévision. Cette armée que dirige le général Jaruzelski, vous le savez, lequel a reçu ce matin les ambassadeurs de 10 pays européens. Or, il se trouve que simultanément, à Bruxelles, ce matin, les ministres des Affaires étrangères, Bruxelles, et les ministres que vous voyez sur ces images, les ministres des Affaires étrangères de ces 10 pays se sont donc réunis pour envisager, sans doute, un choix entre plusieurs attitudes vis-à-vis de la Pologne. Monsieur Chesson, sur ces images, ministre des Relations extérieures pour la France. Alors, Daniel Bilalian, vous êtes en direct et en duplex avec nous depuis Bruxelles, à Bruxelles, pardon. Est-ce que ce choix est déjà fait, attitude à l'américaine ou attitude à la ouest allemande? Pour l'instant, Philippe Labro, les 10 ministres des Affaires étrangères de la Communauté européenne sont toujours réunis. Je n'ai donc pas d'informations. Mais ce qu'on sait déjà, c'est le type de sanctions qui pourraient être prises par les 10 de la Communauté européenne. Alors sans doute pas de sanctions économiques, sûrement pas d'ailleurs, mais peut-être des sanctions morales ou politiques, comme vous voudrez, si les deux mots peuvent s'accorder. Les 10 condamneront sans doute les violations des droits de l'homme en Pologne. Ils demanderont peut-être la réunion de la conférence d'Helsinki, justement, sur le respect des droits de l'homme dans tous les pays du monde. Mais cela, j'allais dire, c'est la moindre des choses ou le moindre des risques pour les Européens. Alors ce qui serait un peu plus important, Philippe, c'est si les 10 mettaient en cause nommément, directement, l'Union soviétique, comme le voudraient d'ailleurs, par exemple, les Italiens. C'est le porte-parole de M. Colombo qui me l'a confié ce matin avant que je ne vienne au studio. Et là, c'est bien là le plus important. Les 10 sont loin d'être d'accord et l'on verra si c'est la prudente Allemagne qui l'emporte, ou la France plus en pointe, ou encore l'Angleterre, ou les Italiens qui sont très proches de Washington, tout au moins pour ce qui concerne leur politique étrangère. En tout cas, ce fameux accord des 10 de la Communauté européenne sera sans doute très difficile à élaborer, car des pays comme le Danemark, par exemple, ne veulent même pas entendre parler du mot ingérence de l'Union soviétique dans les affaires polonaises. Voilà, alors les 10, Philippe, vont se compter ce matin, mais est-ce que c'est le plus important pour les Polonais? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Merci beaucoup, Daniel. Question que l'on peut poser à nos 2 témoins privilégiés qui reviennent de Pologne. Ce sont donc, nous vous l'avons dit en début de journal, des membres de l'association Médecins du Monde. Il s'agit de Madame Monique Donabédian, à ma droite, et à la droite de Madame Donabédian, Richard Rossin. Donc vous êtes partis il y a à peu près 10 jours, je crois, munis de visa pour Médecins du Monde, pour aider vos confrères, vos collègues polonais? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pensé, au vu des informations, qu'une aide sanitaire en Pologne apportée par des médecins et directement à des médecins pouvait être une aide efficace. Alors on a pris un 20 tonnes de multitransport qui nous a été offert et on est allé en Pologne en camion. Vous êtes revenu par le même moyen de transport? On est revenu par le même moyen de transport. Alors, qu'est-ce que vous avez vu en gros là-bas et quelle est votre réaction et votre observation de médecin? On a vu là-bas ce que vous avez lu tous dans les journaux, c'est-à-dire une situation de guerre, un état de guerre qui a été d'ailleurs proclamé par le gouvernement polonais, avec des forces en armes et des gens qui sont tristes dans les rues. Le passage d'un 20 tonnes passe pas complètement inaperçu et manifestement ça faisait plaisir à des gens dans la rue qui nous faisaient des signes d'amitié. Votre action même à l'intérieur des hôpitaux ou des cliniques et votre contact avec les médecins polonais? Alors la situation de la distribution est très compliquée parce qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de moyens de transport en Pologne, ce qui fait qu'on a rapidement décidé d'aller distribuer nos médicaments directement dans les hôpitaux, ce qui simplifiait la vie à tout le monde et nous permettait de rencontrer nos confrères polonais, puisqu'on pense qu'un langage de médecin à médecin est sûrement ce qu'il y a de plus aisé comme type de contact. Donc vous avez pu, madame, pendant 10 jours, c'est très intéressant ce que vous nous apprenez, vous promener, si j'ose dire, enfin vous déplacer à bord de ce camion d'une ville polonaise à une autre? Absolument, nous sommes arrivés à Poznań et nous avons d'emblée visité 3 hôpitaux. Oui.
ensuite, comme notre camion était plombé et que nous devions le faire dédouaner à Varsovie, nous nous sommes dirigés vers Varsovie où nous avons dédouané le camion, déplombé le camion et nous sommes allés directement à l'épiscopat car il faut vous dire que nous avions un ordre de mission, si on peut dire, du consul de Pologne en France nous permettant de déposer notre chargement à l'épiscopat de Varsovie et également à l'épiscopat de Łódź. Est-ce que vous avez, reçu l'impression que ces médicaments, ces vivres, enfin ces médicaments, plus que ces vivres d'ailleurs, étaient nécessaires? Est-ce que les Polonais, est-ce que la Pologne manquait de ce genre de matériel? Dans tous les lieux où nous sommes allés, dans les hôpitaux essentiellement, il manque de tout. Combien d'hôpitaux avez-vous pu visiter? 3 à Varsovie, aucun à Łódź et 3 à Poznan, ça fait 6. Vous avez visité et travaillé et agi dans d'autres pays du monde. Alors, par rapport à vos expériences précédentes, quel rapport? Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Non, il n'y a jamais de rapport tout à fait manifeste d'une mission à une autre. Elles ont chacune leur originalité. Ce qu'on peut dire qui nous a frappé, c'est que dans l'aide humanitaire qui arrive du monde occidental d'un peu partout, de Hollande, du Danemark, de Belgique et de France, la tendance était un petit peu à considérer la Pologne un peu comme l'Ouganda, comme si on allait se trouver devant une situation de famine. Or, le problème était totalement différent. Il s'agit d'une situation de communication coupée et de difficulté d'approvisionnement, une situation de guerre qui n'a rien à voir avec une situation de famine. Rien à voir donc avec l'Ouganda que vous mentionniez, c'est-à-dire avec un pays africain dans un état lamentable, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Et honnêtement et objectivement, vous teniez à le dire. C'est bien cela? Oui. Oui, absolument. Vous étiez en Pologne le 31 décembre, c'est-à-dire pour la Saint-Sylvestre. Comment ça s'est passé, puisqu'il y avait une levée du couvre-feu en principe? Oui, alors là, on a assisté à une scène qui était assez impressionnante. À Varsovie, des gens dans la rue déjà nous avaient dit qu'il n'y avait pas de couvre-feu ce soir-là, mais qu'ils boycotteraient la fête. Et effectivement, à Łódź, enfin à Łódź, le soir de la Saint-Sylvestre, la ville était noire et personne n'était dans les rues, pas de lumière aux fenêtres. C'est-à-dire c'était la manière aux Polonais de boycotter cette levée du couvre-feu? Vraisemblablement. Je répète que vous êtes donc médecins, tous les deux, et que vous avez, pour Médecins du Monde, passé 10 jours en Pologne. C'est important car il y a des gens qui nous regardent, qui prennent, comme on dit, l'émission en cours de route, et il faut donc bien préciser la valeur, l'intérêt de votre témoignage. Donc, ce que vous nous disiez il y a un instant, c'est que la Pologne n'a rien à voir au plan de l'alimentation, de la faim, avec d'autres pays beaucoup plus en détresse, en particulier les pays du tiers-monde. Est-ce que ça signifie que Médecins du Monde, après la mission que vous venez de faire, arrête son action à l'égard de la Pologne, ou est-ce qu'au contraire vous allez repartir tous les deux? Pas du tout. Médecins du Monde souhaite ardemment continuer sa mission en Pologne, c'est-à-dire continuer à envoyer des médecins qui, de la main à la main, vont donner à leurs confrères polonais qui ont des difficultés d'approvisionnement en médicaments, les médicaments qui leur sont indispensables. À cet effet, on a déjà demandé à nos confrères polonais de nous donner des listes de médicaments qui leur paraissaient nécessaires, et d'autres camions vont partir si on nous accorde les visas, bien entendu. En tous les cas, jusque-là, on vous l'a accordé et il n'y a eu aucune entrave d'aucune sorte à votre égard. Okay. À aucun moment. Très bien, merci beaucoup. Nous allons parler de votre action dans d'autres coins du monde, et pas seulement vous deux, mais vos 2 autres collègues. Nous continuons tout de même ce journal, alors que nous approchons de 13h et d'un rendez-vous, Gérard Holtz, avec d'autres titres de l'étranger, en particulier une très spectaculaire évasion en Italie. Vous en parliez d'ailleurs en début de journal. Oui, une opération audacieuse et parfaitement réalisée qui a abouti à l'évasion de 4 détenus d'extrême gauche, 4 femmes donc. Cela s'est passé hier après-midi dans la prison de Rovigo, en Vénétie. C'est l'heure de la promenade. Une voiture piégée explose près du mur d'enceinte. Une énorme brèche est ouverte et 4 prisonnières donc s'échappent. Les autorités italiennes se demandent d'ailleurs s'il existe un lien entre cette évasion et l'enlèvement du général américain Dozier. Victor Vraman. On a plutôt présenté cette attaque à la prison de Rovigo comme étant une opération de diversion de la part des Brigades Rouges. C'est-à-dire qu'une partie des policiers et des carabiniers qui recherchent actuellement dans la même région
le général américain James Dozier enlevé par les Brigades Rouges, une partie de ses effectifs serait envoyée à Rovigo. Or, on vient d'annoncer à Vérone qu'aucun des hommes qui recherchent actuellement le général américain ne serait envoyé à Rovigo. Il y aurait donc une autre explication. Et il semble bien que les Brigades Rouges n'arrivent pas à exploiter l'enlèvement du général américain James Dozier. Jusqu'à maintenant, en effet, les prisonniers des Brigades Rouges s'empressaient d'écrire à leurs familles. Ils imploraient les autorités d'accepter les revendications des Brigades Rouges en échange de leur liberté. Et évidemment, les terroristes s'empressaient de faire connaître la faiblesse de leurs prisonniers. Or, tout se passe comme si le général James Dozier refusait absolument de collaborer avec les Brigades Rouges. Et il fallait bien compenser cet échec de l'enlèvement en organisant un coup d'éclat. Ce coup d'éclat, ça a été l'attaque à la prison de Rovigo. Et quel coup d'éclat? Une véritable opération de guerre. Il y avait au moins une dizaine de terroristes armés de pistolets mitrailleurs. Ils ont utilisé au moins 50 kilos d'explosifs pour provoquer une brèche dans le mur d'enceinte de la prison de Rovigo. Aspect particulièrement inquiétant de cette opération, il y avait une liaison constante entre les détenus et les terroristes. Tout était programmé, minuté. À l'heure prévue, au moment de la promenade, il a donc été très facile pour les détenus de se précipiter dans la brèche et de quitter la prison. La terroriste la plus dangereuse, qui a réussi à s'évader, s'appelle Susanna Ronconi, elle a 28 ans. Il faut dire aussi que la prison de Rovigo est complètement vétuste, qu'il n'y a pas suffisamment de gardiens et qu'elle est située en plein centre de la ville. L'explosion a eu des effets dans un rayon de 500 mètres. La fusillade a duré une dizaine de minutes. Oui, c'était bien une opération de guerre, un coup de force des Brigades Rouges, destiné à compenser apparemment l'échec politique de l'enlèvement du général américain James Dozier. Oui ou non, l'Arabie Saoudite est-elle prête à reconnaître l'État d'Israël? Difficile de répondre, bien que pendant ce week-end, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud El Faisal, ait fait une déclaration intéressante dans le New York Times. L'Arabie Saoudite, a-t-il dit, est prête à accepter Israël si l'État hébreu rend les territoires occupés et reconnaît les droits du peuple palestinien. C'est ce qu'on pouvait lire donc dans le New York Times pendant ce week-end. Mais ce matin, démenti de l'agence de presse saoudienne qui rectifie le tir en expliquant que la paix peut se rétablir dans la région si Israël reconnaît les droits du peuple palestinien et se retire des territoires arabes occupés. Réaction de Jérusalem sur cette affaire. Si l'Arabie Saoudite veut la paix, qu'elle discute directement avec nous. Les portes lui sont ouvertes. Le président Reagan, qui est rentré à Washington hier soir après une semaine de vacances en Californie, doit rencontrer demain le chancelier ouest-allemand Schmidt. Il est fort probable qu'il reçoive également à la Maison-Blanche son conseiller pour les affaires de sécurité nationale, Richard Allen. Ce dernier a demandé à rencontrer le président le plus vite possible. Vous savez que Richard Allen a été blanchi la semaine dernière des accusations que l'on avait portées contre lui pour des affaires financières un peu douteuses, mais il est fort possible tout de même qu'il soit remplacé très prochainement par le secrétaire d'État adjoint William Clark. Il y a maintenant 7 jours que le docteur Iglesias, le père du célèbre chanteur populaire Julio Iglesias, a disparu à Madrid. Et aujourd'hui, Gérard Rolls, on peut officiellement parler et prononcer le mot rapt, enlèvement. Oui, on peut parler d'enlèvement car le mot a été employé par Carlos Iglesias, le frère du chanteur Julio Iglesias. Carlos a en effet lancé un appel aux personnes qui détiennent son père en leur demandant de se mettre en contact avec la famille Iglesias par n'importe quel moyen. Le frère du chanteur avait d'abord parlé de disparition et puis il a rectifié en parlant d'enlèvement. Voici d'ailleurs sa déclaration à la télévision espagnole hier. Un poquito angustiada, desesperada y sobre todo impotente de no saber qué tenemos que hacer para juntarnos otra vez con nuestro padre. Je demande au ravisseur de mon père de prendre contact avec moi, a déclaré hier soir par l'intermédiaire de la presse espagnole Carlos, le frère de Julio Iglesias. C'était la première fois que quelqu'un de la famille rompait le silence érigé en règle depuis le début de cette affaire. L'air grave, il a expliqué que le docteur Iglesias souffrait d'une insuffisance circulatoire cérébrale et qu'en conséquence, il devrait être soigné. Il a ajouté à l'intention de son père: « Papa, ne t'en fais pas, toute la famille est unie dans cette épreuve. » Effectivement, tandis que Carlos attend ici à Madrid, à Miami, Julio Iglesias aurait déjà débloqué une certaine somme d'argent pour faire face à d'éventuelles exigences des ravisseurs. Et un avion privé serait prêt à décoller immédiatement si la situation l'exigeait.
Alors, qui est Julio Iglesias? Car on ne peut dissocier l'enlèvement de son père de la personnalité, de la célébrité, de l'extraordinaire fortune du fils Julio, 37 ans, le plus grand vendeur de disques dans 3 continents, et dont nous vous proposons un très court portrait sur les images de la star en train d'interpréter l'une de ses chansons. Dans son livre « Entre le ciel et l'enfer », traduit en 6 langues et vendu à plus de 800 000 exemplaires, Julio Iglesias dit de lui en confidence « Je ne suis pas un génie, je suis un mythe. » Sans doute, mais la fortune du crooner mondial numéro 1, qui ravage les cœurs avec son éternel sourire, elle n'a rien de mythique. Depuis les débuts de sa carrière, Julio Iglesias a vendu 96 millions de disques, dont 10 millions en 1981. Des disques produits en série, dans toutes les langues, par la firme américaine CBS, qui a signé un contrat de 3 millions de dollars à ce phénomène du show business. Le chanteur aux 150 disques d'or vit en Floride, à Miami, avec sa mère et ses 3 filles, dans une maison qui lui a coûté 20 millions de francs. C'est son frère Carlos qui est chargé de la gestion de sa fortune, officiellement évaluée à 1 milliard de pesetas, environ 60 millions de francs. Une fortune sur laquelle sera peut-être prélevée la rançon de la richesse et de la gloire. Il est parfois de bon ton dans certains milieux un peu élitistes, comme on dit, de railler le style de ce chanteur de charme qui remplit les salles du monde entier. Seulement, s'il fait autant vibrer les foules de pays aussi différents que le Brésil, les États-Unis ou la France, il y a certainement de très bonnes raisons à cela. Une popularité pareille, ça n'est jamais fabriqué artificiellement. Alors Gérard Holtz, autre question maintenant, avez-vous des nouvelles de Monsieur Meyer? Notre correspondant en Allemagne? Non, pas Michel Meyer, le célèbre ministre ouest-allemand. Oui, on a des nouvelles, il va très bien et il a une très bonne cote en Allemagne fédérale. Alors là, il faut expliquer un peu ce qui s'est passé. Un sondage réalisé par l'Institut ouest-allemand Emnid a été réalisé donc pour un journal ouest-allemand qui s'appelle le Spiegel. Il était question de démontrer la valeur toute relative de certains sondages de popularité. Voilà comment ça s'est passé. On a donc demandé aux sondés de juger les 16 ministres ouest-allemands. Alors, en tête est arrivé un vrai ministre, M. Hans-Dietrich Genscher, qui est ministre des Affaires étrangères. Ensuite sont venus le ministre des Transports, de l'Agriculture et de l'Économie. Et puis est arrivé le fameux M. Meyer, qui n'était pas un ministre. C'est un nom qui a été inventé par l'Institut de sondage. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les sondés ont quand même donné leur avis sur la popularité de ce ministre, donc avec un nom parfaitement inventé. Oui, il est 6e sur 16, c'est pas mal pour un inconnu. Enfin, pour un inconnu, pour un non-existant, pour un fantôme. Bon. Et alors on s'est livré, nous, à une petite enquête. Vous avez une enquête. Oui. Alors très bien, nous avons... Jérôme Camilly. Oui, Jérôme Camilly a donc fait rapidement ce matin, dans les rues de Paris, une petite enquête pour voir comment les Français réagiraient éventuellement à ce genre de sondage, et à ce genre de questions pièges, et à ce genre de personnalités fantômes. Alors il y a je dis pas de bêtises. Ah, ils ont tous des noms bizarres là. Non. Il y a Delors, de toute façon. Oui, il y a Delors. Ministre des Finances, c'est pas de problème. Celui-là, je connais. C'est Jobert. Il y a Jobert. Il y a Cresson, non? Oui, et ils ont tous des noms à la noix, là. Oh, ben le ministre de l'Intérieur. Attends, je suis en train de chercher. Attendez, vous. Cresson, Chesson, un truc comme ça. Là. Et puis il y a le ministre qui s'occupe des femmes, madame... j'en ai entendu parler ce matin à la radio. Monsieur Delélis, vous connaissez? Non. Monsieur Emmanueli? Non plus. Est-ce que vous connaissez Gérard Mérigot? Oui, enfin j'ai entendu parler de lui. Je ne pourrais pas vous dire exactement. C'est Gérard Mérigot, vous le connaissez, le ministre C'est des postes. Non, c'est pas des postes. Mérigot, c'est... Mérigot, vous ne connaissez pas? Non. Qui est le ministre délégué de l'organisation des transmissions. Ah bon. Ça vous dit rien? Non. Si, c'est des PTT, Mérigot, non? Oui, c'est celui-là? Oui. D'accord. Et est-ce que vous connaissez par exemple M. Laurin? Pas du tout. Est-ce que vous connaissez Gérard Mérigot, le ministre délégué de l'organisation des transmissions? J'ai entendu parler, oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est un peu cruel tout cela, parce que Gérard Mérigot, comme vous le savez sans doute, c'est un de nos confrères. Il est rédacteur en chef adjoint de l'édition de ce journal, Antenne de Midi. Évidemment, il ne faut absolument pas prendre au sérieux cette petite enquête rapide dans les rues de Paris.
Messieurs Jobert, Delors, tous ces noms, tous ces ministres, on les retrouve en ce moment même à l'Élysée. Pourquoi? Je vous le disais en début de journal, la trêve des confiseurs est terminée. Les vœux de bonne année ont déjà été souhaités par le président de la République, M. François Mitterrand. Il l'a fait à la Nation le 31 décembre dernier. Ce matin, à l'Élysée, en revanche, il reçoit des vœux. Mais cette fois, des corps constitués, du gouvernement, des ministres en question, donc, parmi lesquels il n'y a pas Gérard Mérigot, de l'armée, du Conseil constitutionnel, etc. Alors Bernard Pradino, vous êtes à l'Élysée. 10 heures ce matin, le gouvernement au grand complet entre à pied à l'Élysée. Le Premier ministre, dans ses vœux, va souligner l'élan du 10 mai 81 qui doit se poursuivre cette année pour répondre à l'espoir de changement. Dans sa réponse, le chef de l'État souhaite au gouvernement la réussite de son action. Il faut veiller à la défense de la démocratie et préserver les libertés dans le monde par le témoignage et, si possible, l'action de la France. Un peu plus tard, à 11 heures, présentation des vœux des corps constitués. Les corps constitués, c'est-à-dire les représentants de l'administration. Le président rend hommage au service public dans son ensemble qui a assuré la transition du 10 mai 81. 82 sera encore l'année des réformes pour le président. À cet égard, l'année 1982 nous apparaît déjà comme une année d'intense travail gouvernemental. Nous devrons poursuivre les réformes engagées, amorcer d'autres réformes, je les ai rappelées récemment, tandis qu'il faudra sur le terrain veiller à la mise en œuvre des directives du gouvernement et des lois votées par le Parlement, avec comme objectif central la lutte contre le chômage et l'inflation, la relance économique, la justice sociale. Or, à quoi bon multiplier les réformes, les lois, les décrets, les instructions, si les administrations ne peuvent pas suivre, malgré leurs désirs, et si les efforts de leurs agents s'annulent en raison même de l'embarras qui leur est fourni. Le gouvernement est conscient de la situation qui a été ainsi créée, et c'est pourquoi parmi les premières mesures intervenues au printemps et parmi les mesures essentielles du budget de 1982, figure le renforcement des moyens de l'État, notamment par des créations d'emplois à un niveau fort important, créations qui ne mettront pourtant pas nos administrations encore au niveau nécessaire pour fonctionner aussi correctement que souhaité et rendre aux citoyens le service qu'il est en droit d'attendre de l'État. 82, année intense pour l'administration, souligne le chef de l'État, avec la décentralisation. En fin de matinée, vœux de l'armée et du Conseil constitutionnel. Dans l'après-midi, M. Mitterrand recevra le bureau des assemblées, le Conseil municipal de Paris, les autorités religieuses et le corps diplomatique. Il faut noter que le timbre-poste d'usage courant, qui représente la liberté d'après le tableau de Delacroix et qui remplace la Sabine en service depuis plusieurs années, est mis en vente à partir d'aujourd'hui. C'est le ministère des PTT qui le signale. La liberté, que voici d'ailleurs sur votre écran, remplaçant donc la figure familière désormais de la Sabine. Alors dans cette reprise de la vie quotidienne que vous êtes tous et toutes en train de vivre, il faut tenir compte bien sûr d'un nombre de hausses intervenues déjà ou bien à intervenir prochainement. Essence, redevance télévision, assurance, etc. Un rappel de Christian-Marie Monod. Avec la nouvelle année, ce sont essentiellement les automobilistes et les fumeurs qui seront les principaux pénalisés. L'essence et le super augmenteront la semaine prochaine de 19 centimes, le gazole de 10 centimes et le fioul domestique de 3 centimes, ce qui porte le super à 4 francs 31 au 6 janvier 1982. Pour mémoire, rappelons qu'à la même époque, en 1981, le super était à 3 francs 65, ce qui correspond à une augmentation de 18% pour l'année. Pour l'automobiliste, ce n'est pas une surprise, mais cela ne s'arrête pas au carburant. L'automobiliste devra payer sa prime d'assurance plus chère de 16 à 22% et la vignette 83 achetée en 82 augmentera de 25%. Si ces chiffres vous rendent malade, eh bien sachez que le prix de la journée de la chambre d'hôpital connaîtra une majoration de 15,4%. Pour sacrifier à leur penchant, les fumeurs devront consentir un effort supplémentaire de 12%. Les Gauloises notamment passeront de 3 francs 40 à 3 francs 80. Même d'ailleurs les flippers sont taxés également, 1500 francs par appareil. La partie sera donc beaucoup plus chère. Quant à l'affranchissement de vos vœux,
Ils ne vous coûteront pas plus cher cette année, car c'est en juillet seulement que le courrier urgent passera de 1,60 franc à 1,80 franc. Cela laisse bien sûr indifférents ces retraités. Ils ont bien raison, le minimum vieillesse augmente de 20%. Il passe à 2000 francs par mois et par personne, même augmentation pour les adultes handicapés. Quant aux allocations personnes âgées, elles augmentent de 7,4%. Enfin, les allocations familiales seront bientôt versées en tenant compte de la hausse de 50% décidée en été 81. Quant aux loyers, eh bien, ils augmentent, mais dans une mesure raisonnable. Le secteur HLM est limité en effet à une hausse de 6 à 7%. Le salaire minimum, le SMIC, connaît une progression de 2,2% au 1er janvier, ce qui correspond à un salaire mensuel de 3 158 francs. Il y a un an, il était de 2 563 francs, soit une progression annuelle de 23%. La télévision ne vous a pas oublié, la redevance augmente de 18%. Enfin, si vous préférez affronter le mauvais temps, sachez que si la pluie reste gratuite, l'eau du robinet augmente à Paris de 23 centimes le mètre cube. Gérard Holtz, d'autres chiffres sur la vie quotidienne des Français. Oui, l'INSEE vient de publier en effet toute une série de chiffres concernant le divorce. Une enquête qui montre que la libéralisation du divorce, qui a été décrétée en 1975, eh bien, cette libéralisation n'a pas eu de grandes conséquences sur l'évolution des ruptures. Ce sont toujours les femmes qui demandent le plus le divorce, 2 cas sur 3. Et la plupart du temps, le motif est l'excès, l'injure et les sévices. Et puis ce sont les jeunes couples qui divorcent le plus. L'âge moyen est pour les hommes de 35-36 ans et pour les femmes de 33 ans. C'est-à-dire qu'un an de moins qu'au début de la décennie. Il faut savoir également qu'un tiers des divorces prononcés en moins d'un siècle l'a été au cours des 10 dernières années. Après 5 semaines de chômage technique et d'occupation, le travail a repris ce matin dans l'entreprise de chaussures Marbeau-Bata, en Dordogne, une entreprise qui emploie 1350 salariés. Hier, un constat d'acquis a été signé entre les syndicats et la direction. Il concerne l'augmentation de la prime de fin d'année et la 5e semaine de congés payés. Et puis à Grenoble, un mystère ces derniers jours, 3 jeunes garçons ont été blessés par balle par un ou plusieurs tireurs. La police enquête. Ce que l'on sait, c'est que l'un des blessés risque de demeurer toute sa vie paraplégique. Gérard Holtz, avec des révélations en rugby à 15 pendant la fin de la semaine. Oui, c'est l'équipe du Sud-Ouest qui a remporté la Coupe des Provinces en battant le Sud-Est 49-19. Ça, c'est pas une révélation. Mais la révélation, c'est que ce sont des matchs qui ne sont pas vraiment des rencontres de sélection, mais qui sont quand même des matchs de sélection. À savoir qu'il s'agit de préparer le prochain tournoi des 5 nations et choisir l'équipe de France. On est sûr que dans cette équipe de France, il y aura des nouveaux joueurs. Jean Mamère. Cette finale de la Coupe des Provinces n'était pas un match de sélection, certes, mais il y avait tant de beau monde sur la pelouse d'Agen que ce fut sans doute l'occasion pour les sélectionneurs de trouver leur bonheur à certains postes clés de l'équipe de France. Ainsi, en pilier gauche, le Toulonnais Diaz, qui après 2 entrées furieuses en mêlée s'est calmé pour livrer un match correct et physique face à un très vaillant Papa Rambord. Plus grave en deuxième ligne, où Manuel Carpentier en numéro 4 n'a pas eu à son poste un rendement exceptionnel, de même que Orso, qui a surtout eu un rôle de soutien. Lorieux, l'indiscutable numéro 5 avant ce début de tournoi, ne sait donc pas encore aux côtés de qui il jouera. En troisième ligne L, par contre, Alain Lanzaman d'Agetmo a montré d'énormes qualités. Excellent défenseur, il eut aussi de bonnes accélérations, pour marquer même un très bel essai. En l'absence de Joannel, blessé, le jeune Champ a déployé une belle énergie, couvert beaucoup de terrain, et s'est montré précieux, notamment en touche. On attendait Vachier à la mêlée, mais ce fut le retour de Berbizier le Lourdet et aussi celui du Rochelet Jean-Pierre Elissalde, voilà qui rassure. Rassurante aussi la très bonne prestation du Dacois Lescarboura à l'ouverture, un coup de pied impressionnant, mais surtout une grande lucidité sur l'orientation du jeu dans son ensemble. Enfin, la grande satisfaction est venue de la ligne des 3 quarts, le tandem bayonnais Bélasquin numéro 12 et Perrier s'est taillé la part du lion, aucune erreur commise. De même que de la part de Bégu de Dax et Pardo de Bayonne. Cependant, même si Blanco a une nouvelle fois été parfait à l'arrière, tout n'est pas résolu pour les sélectionneurs avant l'ouverture le 6 février prochain à Cardiff du tournoi des 5 nations. Je dois dire qu'à partir effectivement de la 3e ligne jusqu'à l'arrière, bien des problèmes paraissent être résolus. Quand on sait que le rugby commence devant, je ne vous cacherai pas que le 5 de devant qui est un point essentiel dans le jeu de rugby, nous laisse encore quelques incertitudes.
Alors, après le rugby, c'est terminé, hein, Gérard, il n'y a plus de sport. Nous en venons à la seconde partie de ce journal. Vous avez déjà, en début de journal, sans doute écouté les témoignages de 2 membres de Médecins du Monde. Il y avait Monique Donabédian, mais qui est repartie. À sa place, maintenant, à ma droite, se trouve Dominique Monchicourt, un autre membre de Médecins du Monde. Si votre camarade Monique est partie, c'est parce qu'elle avait un malade à soigner, car il faut bien préciser que Médecins du Monde, vous n'êtes pas des spécialistes, vous ne vous occupez pas que de cela, vous continuez d'exercer votre métier. Hein, chacun dans votre spécialité. Bien. Et d'autre part, au cours du journal, après votre première intervention, Monsieur Rossin, on nous a téléphoné en régie pour savoir si vous alliez repartir pour la Pologne. Il faudrait le préciser à nouveau. Oui, alors, Médecins du Monde tient à continuer cette mission, à envoyer d'autres convois de médicaments vers la Pologne, qui sont encore une fois distribués directement dans les hôpitaux de la main à la main, de médecin à médecin. Maintenant, à savoir si il s'agit de la même équipe ou d'une autre équipe, il s'agira vraisemblablement d'autres médecins que nous-mêmes, parce que comme vous le soulignez tout à l'heure, nous sommes des hommes qui allons voir des hommes, mais qui par ailleurs avons notre métier, nos occupations professionnelles à Paris, et c'est une activité marginale dans notre vie professionnelle. Très bien. Alors Patrick Hébrard, justement, parlons encore un instant de l'organisation de Médecins du Monde. Vous êtes combien exactement? Eh bien, à Médecins du Monde, nous sommes actuellement à peu près 500 personnes. Il y a essentiellement des médecins, beaucoup d'infirmières et aussi d'autres professions. Par exemple? Par exemple, nous avons des architectes, nous avons des économistes, nous avons des ethnologues qui participent avec nous aux missions, car nous aimerions que l'exemple qui a commencé il y a maintenant très longtemps, puisque les fondateurs de Médecins du Monde étaient pour la plupart au Biafra, qu'à partir de cette expérience, il y a maintenant 13 ans, nous avons pensé qu'il fallait une structure médicale faite de médecins dans le tiers-monde, une structure qui était complémentaire aux grandes organisations humanitaires qui ont, elles, un fonctionnement très lourd, et nous avons, à travers d'abord Médecins sans frontières, puis actuellement Médecins du Monde, essayé de mettre à la disposition des pays du tiers-monde des médecins qui ne soient pas des professionnels du travail dans le tiers-monde, mais qui soient des médecins qui, ayant une activité médicale traditionnelle en France, puissent consacrer une partie de leur vie, par exemple 1 mois par an, que ce soit un mois de vacances ou un mois qu'ils prennent en se mettant en disponibilité pour échanger avec les populations en souffrance. Alors précisément, vous avez tout à fait, ça tombe très bien ce que vous me dites, parce qu'il y a quelques jours j'ai reçu une lettre d'un médecin en France et qui nous expliquait qu'il voulait, dans les mois qu'il avait de vacances, donner son temps, son service, sa compétence à ce genre d'organisation. Alors, il faudrait peut-être préciser, si vous le voulez bien, où il peut s'adresser. Médecins du Monde, très bien, mais si on écrit Médecins du Monde Paris, ça n'arrivera pas. Vous avez une adresse, vous avez un lieu, un siège social? Absolument, nous n'avons aucun permanent, mais nous avons effectivement un bureau dans lequel il y a une secrétaire qui s'appelle Odile et à laquelle on peut s'adresser en écrivant 17 rue du Fer à Moulins, Paris 5e, et elle se fera un plaisir d'envoyer un rapport sur nos activités, la façon que les gens peuvent, enfin comment les gens peuvent participer à nos activités. Bon, alors Patrick Hébrard, vous mentionnez il y a un instant le Biafra, car en fait c'est un peu là que tout a commencé, la prise de conscience de vous-même et de vos collègues, des fondateurs de Médecins sans frontières, d'abord Médecins du Monde ensuite, s'est passé à cause des événements dramatiques du Biafra, dont d'ailleurs nous montrons quelques documents d'archives. C'est à partir de ces événements que, alertés je pense par la famine qui régnait là-bas et les conditions sanitaires pratiquement impossibles, inexistantes, qu'un certain nombre de vos collègues ont décidé de partir. C'est bien cela? Absolument, oui. Il faut vous rappeler, vous vous en souvenez bien sûr très bien, de la situation du Biafra en plein cœur du Nigeria, petit pays en état de sécession qui comprenait à peu près 4 ou 5 millions d'habitants dans un système de blocus économique total, agressé par l'extérieur, et cette guerre fratricide a duré pendant environ 2 ans, dans des conditions tragiques. Et il y avait un élément tout à fait particulier qui était à la fois l'information qui existait sur ce pays en guerre et la durée de ce conflit. Et nous sommes partis parce que nous étions jeunes médecins très mobilisés par mai 68, ça nous est arrivé après mai 68, et
nous avons suivi la Croix-Rouge française qui avait mis à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge une équipe médicale et nous avons travaillé en nous relayant pendant 2 ans au Biafra au contact de ces populations en souffrance. Au retour de ces missions, nous avons été tellement bouleversés de cette situation que nous avons pensé qu'il fallait créer une organisation de médecins qui puisse à la fois travailler dans ces conditions difficiles, car à l'époque ça n'existait pas. La Croix-Rouge internationale nous avait fait recours à nous, mais ça n'existait pas, il n'y avait pas d'organisation purement médicale. Ouais. Et à l'époque, nous sommes revenus horrifiés de ce que nous avions vu, et nous avons fondé à l'époque ce qu'on appelle le comité contre le génocide au Biafra, et nous avons été surpris finalement de l'absence de répercussions. Certes, les gens étaient généreux et donnaient de l'argent pour le Biafra, mais aucun parti politique, aucun idéologue n'était prêt à s'engager sur le terrain de ce problème politique. Oui, parce que, comme l'a dit l'un d'entre vous, Bernard Kouchner, il y a les discours et puis il y a les faits. Et en fait, messieurs, vous êtes médecins et vous travaillez, si j'ose dire, dans le concret, dans les faits. Et vous, par exemple, Alain Deloche, vous êtes particulièrement occupé, je crois, de ce qui s'est passé ensuite, beaucoup plus tard, en mer de Chine, avec ce qu'on a appelé les boat people, c'est-à-dire les gens des bateaux, les réfugiés, ceux qui partaient, ceux qui fuyaient. Oui. Les missions sont assez différentes, en fait. Il y a certaines missions qui sont purement médicales, comme celle que nous poursuivons à l'heure actuelle au Tchad, à N'Djamena. C'est une mission purement médicale. Et puis à côté de ce genre de mission, il y a des missions qui sont à la fois de la dénonciation autant que des missions de soins. Et la mission mer de Chine fait suite à la mission Île de Lumière et s'est occupée donc de sauver les boat people en dénonçant la piraterie. Cette mission a d'ailleurs été faite sous l'égide du Comité international contre la piraterie. Et donc vous voyez, nous sommes capables de nous associer à d'autres organismes selon les faits, les pays où nous allons. Bernard Benjamin, pendant ce temps, pendant que M. Deloche nous expliquait donc le passage de Médecins du Monde et la continuation de Médecins du Monde à propos de la mer de Chine, quelques images que vous avez avec Patrice Dutertre ramenées de là-bas. C'est ça, et je crois que peut-être cet exemple montre une particularité de Médecins du Monde. Finalement, vous n'attendez pas que les réfugiés arrivent dans des camps, comme c'est le cas par exemple en Malaisie ou en Thaïlande, vous préférez aller au-delà et essayer de les récupérer beaucoup plus tôt. Et ça, c'est une particularité de Médecins du Monde. Je pense, oui. Je pense que... C'est-à-dire que nous avons une structure assez légère qui nous permet de partir rapidement et donc de ne pas attendre certaines autorisations officielles, dans certains cas, qui sont des entraves à certaines missions. Donc, vous vous placez un peu dans l'illégalité alors de temps en temps? Par moment, oui. J'ai été en Érythrée, par exemple, dans une illégalité totale. Oui, mais alors, quand vous nous parlez de vos départs rapides et des moyens que vous avez tout de même à votre disposition, d'où viennent ces moyens? D'où vient le financement de Médecins du Monde? Écoutez, nous avons des problèmes financiers de temps à autre, mais en fait, ce n'est pas le principal problème, car de fait, la générosité des gens est très grande. Sur l'île de Lumière, par exemple, il a fallu l'acheter, ce bateau, il a fallu l'équiper, l'armée, c'est un budget considérable. Oui, il est vrai que depuis plusieurs années, nous avons pris l'habitude de faire appel à la générosité du public. Et je dois dire que on est surpris par la générosité de petites coupures de gens âgés qui nous envoient un petit peu d'argent et qui nous permettent de fonctionner parfaitement bien, je veux dire, dans la mesure de nos possibilités. En tout cas, d'affréter un bateau, de l'emmener en mer de Chine, d'envoyer des équipes en Afghanistan, d'affréter un avion pour le Salvador, puisque c'était la dernière action que nous avions faite. Eh bien, nous pouvons le faire grâce à la générosité et aussi au support des médias. Il est vrai que les journalistes nous aident finalement à nous faire connaître et surtout aident à faire connaître les situations de détresse que nous aimerions dénoncer. Car il est vrai que à force de voir un certain nombre de situations, elles sont oubliées et nous aimerions, nous, que les situations en état, les populations en état de souffrance puissent à nouveau apparaître pour que des solutions au plan politique puissent apparaître, que ce qui se passe au Salvador, par exemple, puisse trouver une solution. Je vous rappelle qu'au Salvador, il y a à peu près 250 000 personnes qui sont déplacées à l'intérieur du Salvador, qu'il y a 12 000 personnes qui ont été assassinées l'année dernière. Nous allons parler dans un instant du Salvador. Donc il est important de pouvoir le dire, et je crois que là, nous trouvons Une question tout de même, messieurs. Est-ce que vous avez l'impression d'être seul? C'est une association française, vous êtes 500 médecins français. Est-ce que vous avez des ramifications internationales? Est-ce que vous avez des collègues dans d'autres pays du monde, des pays développés, des pays
qui peuvent se permettre d'aider les autres, États-Unis, Angleterre, Italie, Allemagne, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres associations comme la vôtre? Grand silence. Non, c'est un réel problème. C'est-à-dire qu'on a tout de suite pensé aux États-Unis. Ouais. Mais il faut songer que nous sommes des amateurs, en quelque sorte, et que toute structure un peu lourde entrave un certain nombre de missions. Mais nous songeons quand même à l'internationaliser, et nous avons quand même quelques contacts avec des médecins au niveau européen, et on ne désespère pas d'avoir quelques contacts avec des médecins américains qui, à mon avis, seraient tout à fait partants, car ce genre d'association n'existe pas aux États-Unis et on est assez surpris. Oui, il serait d'autant plus partant que, comme vous le disiez, l'horreur banalisée, hélas, parfois, se déroule dans tous les coins du monde, et en particulier en ce moment dans le continent nord et sud américain, et à Haïti en particulier. Nous avons vu récemment des images terribles de ce qui se passe à Haïti où une mission, je crois, va repartir, c'est bien cela? Oui, Haïti est un autre endroit du monde auquel nous souhaiterions intervenir, si possible un petit peu rapidement. Vous savez que depuis des années maintenant, le peuple de cette île d'Haïti qui se trouve au large de Cuba, des Bahamas, fuit un régime de corruption et d'incompétence qui fait que ce pays est maintenant soumis à une situation de famine pratiquement permanente. En 1977, il y a eu des milliers de morts et ça continue. Ils fuient des tracasseries diverses dont des célèbres Tonton Macoute, et ils partent sur des petits bateaux et cherchent à rejoindre comme ils peuvent les Bahamas, les États-Unis et Porto Rico. Et là, comme c'est le cas bien souvent et comme c'est le cas d'ailleurs presque toujours, ils ne sont pas acceptés. Ils sont placés maintenant dans des camps, il faut dire le mot, remis sur des bateaux. Vous voyez des images d'une émeute dans un camp qui s'est produit récemment il y a quelques jours. Ils sont ensuite remis dans des bateaux et renvoyés à Haïti et débarqués un soir à l'insu de tout le monde sur le port d'Haïti, et là on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement alors? Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous, ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire autre chose, beaucoup plus qu'une action un peu symbolique. Nous souhaiterions pouvoir y aller avec un bateau, essayer de faire un petit peu ce qu'on a fait en mer de Chine, puisqu'on a bien compris là que c'était une façon d'intervenir, une action directe sur un problème précis, concret, qui avait des répercussions pas uniquement humanitaires, mais qui permettait de mobiliser un petit peu l'opinion générale et internationale. Nous souhaiterions refaire une intervention de cet ordre-là à Haïti. Et à cet égard, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin, on vous l'a dit, on est bénévole, on n'est pas très organisé, on n'est pas très puissant ni très fort, et nous souhaiterions, nous profitons de ce journal d'Antenne 2 pour faire un appel aux armateurs. Il nous faudrait un bateau, un gros bateau, disons un petit cargo, un gros chalutier, qui nous permettrait d'y aller rapidement. À propos du Salvador, toujours dans le même hémisphère, et vous commenciez il y a un instant, M. Ebrard, à mentionner les chiffres. Il y a, Gérard Roltz, ce matin, un bilan dramatique que fait l'Église au Salvador. Oui, d'après l'Église salvadorienne, près de 12 000 morts auraient été dénombrés au cours de l'année passée à propos des incidents et des conflits qui existent donc entre la junte militaire et ce qu'on peut appeler les résistants. Bernard Benjamin, problème que vous connaissez bien aussi. 12 000 morts. Oui, vous m'avez donné un instant cette dépêche, c'est exactement 11 723 assassinats, 1808 disparitions, 776 attentats, le bilan des 11 premiers mois de l'année 81, tiré dimanche par Monseigneur Arturo Rivera y Damas, l'archevêque de la capitale. Alors, au Salvador, vous avez déjà une mission, je crois. Oui, nous avions réalisé au mois de juin dernier une opération qui s'appelait Un avion pour le Salvador. Oui. Nous avions été obligés d'utiliser ce système d'aide alors qu'en général, jusqu'à présent, nous essayions de mettre en place des équipes médicales. Nous n'avons jamais reçu l'autorisation au Salvador de le faire. Donc nous avions trouvé la solution qui consistait à apporter également de la main à la main des médicaments, des vivres aux populations déshéritées du Salvador. On vient de voir l'avion d'ailleurs se poser sur l'aéroport de San Salvador. Et à l'occasion de cette mission, nous avons été frappés de la situation intolérable qui existe et du nombre d'assassinats. Et là, vous venez de rappeler qu'il y a eu 12 000 personnes assassinées. Ces personnes sont assassinées dans des conditions tragiques, souvent mutilées. Il existe un système de répression terrible, et il faut dire que, comme Benjamin l'avait montré dans un de ses films, c'est grâce à des hommes et des femmes appartenant à des organisations qui s'appellent les organisations de droits de l'homme au Salvador que toutes ces victimes ont été recensées, photographiées, et qu'il y a un témoignage précis au Salvador de gens qui luttent pour dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Et je pense que ces gens doivent être aidés par des associations comme la nôtre, qu'il faut retourner au Salvador, apporter une aide humanitaire. Et grâce à la générosité, cette fois-ci, de la CEE,
nous allons pouvoir poursuivre notre action là-bas. Avec toujours un avion, des vivres, autant de moyens que vous avez eu précédemment? Probablement autant de moyens, mais toujours l'interdiction de laisser des médecins sur place comme témoins. Nous ne pouvons y aller que pour de courtes périodes et nous ne pouvons pas mettre en place une équipe médicale, ce qui est regrettable car je vous rappelle que la situation médicale est tragique et que le sous-développement nutritionnel est tout à fait important. Alors Patrick Hébrard, et nous terminons cet ensemble, ce tour d'horizon de votre mission, messieurs, de votre action. Il me semble, après tout ce que vous avez dit, tout ce que vous nous avez évoqué et les images que Bernard Benjamin a essayé de réunir pour cette évocation, il me semble utile, je crois, de rappeler à nouveau votre adresse, et qui va s'inscrire dans quelques temps sur cet écran. La voici, Médecins du Monde, 17 rue du Fer à Moulin, 75 005 Paris. Cette adresse s'inscrit sur le fond d'une affiche, d'un graphisme qui a été fait, je crois, spécialement à l'attention de votre campagne à propos de la Pologne. Le visage d'une femme, celui de la Pologne, puisque la carte de la Pologne prolonge ce visage, avec une larme à l'œil. Médecins du Monde, 17 rue du Fer à Moulin, 75 005 Paris. Et encore une fois, précisons que vous n'êtes pas des spécialistes, que vous êtes bénévoles, des amateurs, comme vous disiez, mais que vous consacrez donc une partie de votre vie, de votre temps, au reste du monde, qui tout de même a continué d'exercer très vaguement, j'imagine, votre pratique. Vous avez des cabinets, vous continuez tout de même. Oui. On retourne dans nos services et dans nos cabinets. À 2 heures, nous consultons. À 14 heures tout à l'heure, vous consultez. 14 heures. Chacun d'entre vous. Les malades. Oui. Eh bien, messieurs, je vous remercie encore de votre présence et de la façon dont vous avez pu exposer, expliquer le sens de votre action. J'ai plusieurs petites annonces à faire avant que ce journal se termine. D'abord, nous venons d'apprendre, c'est important, toujours à propos de la Pologne, que les ministres des Affaires étrangères des 15 pays de l'OTAN se réuniront lundi 11 janvier, lundi prochain donc, à Bruxelles, en session spéciale pour examiner la situation en Pologne. C'est le porte-parole de l'Alliance Atlantique qui l'annonce ce matin à Bruxelles. Alors, avant notre au revoir, l'invité de demain est la chanteuse France Gall, avec son Tout pour la musique. Et puis à 20h, au cours du journal que présente cette semaine Christine O'Crinte, le président-directeur général d'Antenne 2, Pierre Desgroupes, au cours du journal, exposera les nouveaux programmes de la chaîne d'Antenne 2, ainsi que l'esprit qui les anime. Voilà, je crois que nous avons fait le tour. Je vous remercie d'être restés à notre écoute. Bon après-midi, à demain donc.